Nous avons décidé donc pour ces nouvelles rencontres à la transition alimentaire de démarrer par une première conférence. 30 minutes pour faire le tour entre guillemets de la question. Merci de votre indulgence, c'est pas évident comme ça de venir sur scène directement comme ça dès le matin à chaud ou plutôt à froid, mais à chaud quand même, vous allez voir, parce que la thématique est quand même très importante. Nous allons accueillir maintenant deux personnes qui vont venir me rejoindre au centre de la scène. La première s'appelle Marion, elle est cofondatrice des Sourciers, une micro-ferme hydrologique et de l'AFOP. Elle produit également des vidéos pour vulgariser et faire comprendre le monde agricole et ses complexités. La deuxième s'appelle Julie. Après un début de carrière dans le commerce international, elle s'est orientée vers l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, elle est spécialiste des politiques publiques de l'environnement et en particulier de la question transversale des sols. Merci d'accueillir comme il se le doit, pour leur donner du courage s'il vous plaît, Marion Sarlier et Julie Soyer. Bonjour. Bonjour, on vérifie si le micro fonctionne bien, tout va bien. Bonjour. La thématique de votre conférence, diversifier les techniques et les modèles pour une agriculture, j'imagine une agriculture avec un grand art. Je vous laisse la parole, c'est parti pour 30 minutes. Alors, je commence par me présenter. Donc, moi, je suis spécialiste des politiques publiques. J'ai travaillé pour le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui est un lobby pour l'économie sociale et solidaire. J'ai aussi fait un passage à la DRIAF, donc, qui est une émanation du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt. Et dernièrement, je travaillais pour des industriels spécialisés dans le retour à la terre du biodéchet. Donc des spécialistes du compostage. Donc une chose en menant à une autre, je me suis spécialisée sur les enjeux très transversaux du sol. Bonjour, à moi de me présenter. Du coup, moi c'est Marion. Je suis maraîchère et j'ai fondé une ferme qui s'appelle Les Sourciers, qui est située pas très loin d'ici, dans le Gers, dans laquelle on fait pousser avec mon mari des fleurs comestibles, des aromates, des légumes dans l'eau. Et c'est un sujet qui est un peu particulier. C'est la raison pour laquelle, depuis le début, je documente cette aventure en vidéo. C'est principalement diffusé sur YouTube. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que le sujet des plantes qui poussent dans l'eau et de l'hydroponie, ça peut vous paraître très de niche. Mais ces vidéos, elles cumulent plusieurs dizaines de millions de vues. Donc c'est que c'est un sujet qui parle, peut-être pas à vous, mais qui parle en tout cas à beaucoup. Évidemment, toute cette communication apporte pas mal de visibilité. Et donc on a commencé à proposer des formations en ligne et sur site à la ferme, à rencontrer énormément de porteurs de projets, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et puis comme on avait encore un peu de temps libre, en plus de la ferme, des formations et des vidéos, j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « Monter sa micro-ferme en hydroponie, bioponie et aquaponie ». Alors si ça vous convient sur le format, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler à deux voix. Donc Marion va vous partager son expérience de terrain, à la fois de formatrice et de maraîchère. Et puis moi, j'essaierai de rebondir, notamment pour vous donner des éléments de contexte sur le cadre administratif, le cadre politique dans lequel on évolue. Et peut-être que ça pourra nourrir votre réflexion sur la transition agricole à venir. Alors, pour partager des témoignages, je vais commencer par partager ma propre expérience, qui est un petit peu un cas d'école, et assez représentatif de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, moi, je suis un bon élève de la reconversion professionnelle, puisqu'avant de devenir maraîchère, je travaillais dans l'industrie automobile à Buenos Aires, en Argentine. Vous voyez, c'est une jolie reconversion quand même. Et comment est-ce que je suis devenue agricultrice? C'est vraiment le fait de hasard et de cheminement de vie. Donc à Buenos Aires, l'Argentine est très connue pour sa production de viande délicieuse, mais moins reconnue pour sa production de légumes qui n'ont absolument aucun goût. Et donc, sans surprise, en tant que bonne petite cadre urbaine, très citadine, on avait un mini balcon et je me suis dit, bon, je vais faire pousser mon basilic sur mon balcon. Seulement pour des raisons de propreté vis-à-vis des voisins et de portance, j'avais pas la possibilité de les faire pousser en terre. Et donc, on a choisi de les faire pousser dans ces petits tuyaux d'eau. Donc ça s'appelle l'hydroponie. Et en Argentine, c'est très développé parce que là-bas, leurs terres sont très polluées et malheureusement, pour beaucoup, ils n'ont plus le choix que de faire du maraîchage en hydroponie. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, on se forme là-bas, on fait pousser des plantes et elles ont énormément de goût, ce qui est très surprenant parce que moi, j'avais l'image que ça pousse dans l'eau, donc ça n'a pas de goût. Et puis, ça nous plaît. Pendant 2 ans, on se régale et on choisit de démissionner, déménager, retourner vivre en France. Parce qu'il faut dire que la France est quand même beaucoup plus aidante pour les entrepreneurs que l'Argentine. Et on se dit qu'on va accompagner des citadins, des urbains, à faire des projets d'hydroponie sur des balcons, sur des toitures, quand ils n'ont pas la possibilité de les faire pousser en terre. Qu'est-ce qui se passe? En 2013, on arrive à Paris, et là, on se rend compte
de deux problèmes majeurs. Numéro 1, l'hydroponie est très très mal vue en France. Il y a beaucoup de préjugés sur ce type de culture, elle est tout de suite catégorisée. Deuxième problème, l'accès au foncier en ville, c'est très compliqué. L'agriculture urbaine n'a pas encore fait sa grande vague à Paris, et on se rend bien compte que pour accéder au foncier, ça va être impossible. Il nous faudra aussi des sous, et les banques, c'est bien normal, pour emprunter, ils veulent un dossier solide avec des chiffres qu'on n'a pas. Donc on choisit de s'installer là où le foncier est beaucoup plus accessible, à la campagne, et vous me voyez venir dans le Gers, qu'on ne connaissait pas du tout, mais par le bouche à oreille, on trouve une serre à louer à l'Agrolée du Gers. On s'installe donc en 2013. On trouve un partenariat local qui s'appelle Terra Aquatica, qui est situé à Florence, aussi dans le Gers. Et eux, ils ont fait l'hydroponie bio, qui s'appelle la bioponie. C'est eux qui l'ont développée, qui l'ont breveté. Ils ont vraiment des valeurs extraordinaires. On fait partenariat avec eux. On monte un système dans notre micro-ferme, qui est toute petite, qui fait 600 mètres carrés. Et puis techniquement, ça marche. Donc au bout de 2 ans, on a validé le projet technique, on a fait un super business plan, on a tous nos dossiers, ça tient la route, on est prêt à aller voir les banques. Je vous tiens en haleine. Que s'est-il passé? Eh bien, il y a une dimension qui est entrée en jeu, à laquelle on pense assez peu souvent, mais qui est très importante, c'est la dimension émotionnelle. En fait, on était très 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 heureux dans le Gers. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas tombé n'importe où, on s'est fait parachuter par le plus beau des hasards, à l'Agrolée du Gers, qui est une commune très dynamique et qui a bien su nous fidéliser, nous retenir et nous faire comprendre que si un jour on voulait fonder une famille, c'était l'endroit où il fallait le faire. Donc on s'est dit, wow, en fait on veut plus du tout aller s'installer sur les toits à Paris, on veut rester ici. Et donc c'est comme ça que, par finalement des petits choix de vie, on est devenu agriculteur. Et donc maintenant ça fait 10 ans. Voilà. C'est un challenge de faire du maraîchage aussi loin des bassins de consommateurs. Donc il a fallu qu'on tergiverse, qu'on tente plein de choses, plein de produits différents, plein de clients différents, et qu'on s'adapte à notre contexte territorial, qui est le fait d'être un peu loin de tout. Mais finalement, on a trouvé un modèle économique qui tient la route, et maintenant on en est très content. Au fur et à mesure de toutes ces expériences, on s'est donc rapproché du monde agricole. On a aussi expérimenté la culture en terre. On ne fait pas que de l'hydroponie. Aujourd'hui, 50% de nos surfaces elles sont en terre. Et puis, comme on communiquait beaucoup depuis le début, comme je vous l'ai dit, on s'est mis à donner des formations en ligne et sur la ferme. Et c'est là qu'on a rencontré tous ces gens très intéressants dont je voulais vous parler. On se rend compte que les gens ne viennent pas nous voir avec les mêmes enjeux. C'était la grosse surprise. Moi, je pensais que les gens allaient venir vers nous pour qu'on les forme sur une technique. Or, ils cherchent des réponses à des enjeux qui sont très différents. Ça va être des enjeux personnels, des enjeux techniques, des enjeux économiques. Et donc, j'ai essayé de catégoriser toutes ces personnes qui viennent nous rencontrer, donc il y en a plusieurs centaines par an, dans 3 catégories différentes, et presque toutes rentrent dans une de ces 3 catégories. Et on va rentrer en détail avec Julie dessus, et je vous les présente brièvement. En gros, il y a les personnes qui sont intéressées par l'agriculture urbaine, elles veulent rester en ville. Les personnes qui, parfois, sont des reprises familiales, mais ce qui est important sur cette catégorie-là, c'est que ce sont des personnes qui ont des gros enjeux de territoire. Souvent, ils viennent des dom-toms ou d'Afrique francophone. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes, donc un tiers, c'est à peu près un tiers, qui sont en reconversion professionnelle, donc qui ont fait un peu notre chemin, voilà, qui sont en milieu de carrière, qui démissionnent et qui veulent monter une ferme. C'est une immense richesse de voir ces profils très différents nous voir. C'est une surprise, mais c'est aussi une immense richesse. On apprend énormément d'eux. Finalement, avec notre recul, j'ai fait, il n'y a pas longtemps, une cartographie de toutes les fermes qui se sont montées suite à leur passage chez nous dans le Gers. Donc j'ai une espèce de carte du monde où je vois toutes les fermes, et pour qu'elles puissent être en contact les uns avec les autres. Et ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas 2 fermes pareilles. Et en fait, c'est ça qui est très très riche, c'est qu'on ne peut pas promouvoir un modèle, parce que les gens, ils ont besoin de répondre à leurs enjeux personnels, économiques, techniques. Et donc la richesse, c'est qu'il y a toutes les fermes sont extrêmement, extrêmement différentes. Et c'est aussi très complexe pour nous, parce que finalement, on doit accompagner collectivement des projets individuels. Voilà. Il y a aussi une autre chose qui est très importante, on va en reparler avec Julie, qu'on a observé, et je voulais en parler ici. Je pense que c'est important que vous le sachiez. Du coup, nous, on les accompagne plusieurs années après leur installation. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y en a énormément qui vont muer plusieurs fois avant de se fixer dans un modèle définitif. C'est-à-dire qu'ils vont commencer avec je sais pas moi, on va faire des AMAP sur des légumes. Et puis, en fait, ils se rendent compte que pour telle ou telle raison, ça marche pas si bien que ça. L'année d'après, ils vont tenter autre chose. Ils vont se dire, tiens, je vais faire des aromates pour des restaurateurs. Ça marche pas si bien. L'année d'après, ils vont tenter encore autre chose. Et donc, ils ont besoin de cette flexibilité-là, les porteurs de projets, pour pouvoir s'installer durablement. C'est pas toujours facile. Voilà. Donc, très rapidement, je vais parler de l'hydroponie.
avant de rentrer plus en détail dans les projets, mais parce que vous avez besoin de cette petite mise en contexte. L'hydroponie, ce mode de culture, c'est pas du tout le sujet du débat. Moi, je suis heureuse d'en parler avec vous individuellement, et si vous avez plein de questions, il y a aussi la chaîne YouTube qui regorge de vidéos. Mais il faut comprendre à quels enjeux ça répond pour pouvoir comprendre la suite. Donc l'hydroponie, c'est une alternative quand on ne peut pas faire pousser des plantes dans la terre. Alors, plusieurs raisons. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire pousser les plantes dans la terre? Pour les urbains, typiquement, c'est quand il n'y a pas de terre. Il y a souvent en ville des espaces inoccupés qu'il faut valoriser, des parkings, des toitures, des balcons. En périurbain, il y a beaucoup d'espaces qui sont pollués, qui pourraient être utilisés pour l'agriculture, mais comme ils sont pollués, on est obligé de faire du hors-sol. C'est aussi la réponse à des terres qui vont être polluées à cause de pollution agricole. Donc ça va être le cas dans les dom-toms. Et ça va être aussi le plus grand enjeu, je pense le plus important, c'est qu'on consomme très peu d'eau dans ce mode de culture. Je vous l'accorde, c'est totalement anti-intuitif, parce que les plantes poussent dans l'eau, mais on économise 90% d'eau par rapport à une culture équivalente en pleine terre. Donc le principe, il est simple. Là, je vous le simplifie en tout cas. On a un petit réservoir avec une pompe, qui peut être tout à fait une pompe solaire. C'est pas très puissant. Et en gros, l'eau, elle va circuler dans des gouttières et retomber dans le réservoir. Comme c'est un circuit fermé, il n'y a aucun gâchis d'eau qui est fait. L'eau, elle circule jusqu'à ce que ce soit absorbé. Et en hydroponie, c'est exactement comme en terre. Il y a plein de façons de faire. On peut le faire de façon industrielle ou de façon plus artisanale, comme nous on fait sur notre mini-surface. On peut faire du conventionnel avec des minéraux. On peut aussi faire du bio, avec des nutriments bio, et de la vie dans l'eau, des bactéries, etc. Et on peut aussi faire de l'aquaponie, où dans le réservoir, on met des poissons. Et les déchets de ces poissons vont alimenter les plantes, tout en passant par des bactéries. Voilà, plusieurs avantages à ce mode de culture. Du coup, très grosse économie d'eau et de nutriments, parce qu'encore une fois, en fait, on va utiliser que ce qui est consommé, ça continue à circuler jusqu'à ce que ce soit absorbé. Ensuite, ces systèmes, ils sont à hauteur d'homme, donc ça répond à certains enjeux de porteurs de projets, de ne pas avoir à se baisser, de se casser le dos. C'est pas très salissant, il y en a aussi qui sont attirés par ce côté-là. Pas besoin de désherber, et puis comme on n'est pas en contact avec la terre, il y a beaucoup moins d'insectes ravageurs, donc nous, on réussit à ne pas traiter du tout, et ça ne nous pose pas de gros problèmes pour nos cultures. Voilà, c'était le petit point hydroponie avant de passer à la suite. Ok, donc maintenant on va plonger dans les 3 témoignages, en commençant par les porteurs de projets en agriculture urbaine. Donc ça, ce sont des personnes qui sont intéressées par le vivant, pas forcément tout de suite par l'agriculture, ils sont intéressés par le vivant, mais ils ne veulent pas quitter la ville. Eux, ce qu'ils vont faire, sur leur petite ferme, ils vont sensibiliser au vivant, ils vont sensibiliser à des sujets comme la santé, la biodiversité. La production, ça va être leur cœur de métier, mais pas que, parce qu'en ville, être producteur, avec tous les frais qu'engendre le fait de vivre en ville, c'est très difficile de rentabiliser des projets. Donc généralement, et parce qu'ils ont l'opportunité sous la main, ils complètent avec des activités pédagogiques. Donc là, on a des ateliers avec les écoles, des ateliers famille, ateliers avec adultes, même des ateliers qui sont organisés souvent avec des entreprises. Ça, c'est super parce qu'il faut s'imaginer, souvent, en fait, on le dénigre un petit peu, tout cet aspect pédagogique, mais il est ultra important. Parce qu'en fait, ces écoles-là, si elles n'ont pas une ferme à côté, elles ne peuvent pas emmener leurs élèves voir des fermes. En tout cas, ceux qui sont... On a moins le cas, nous, ici, dans le Gers, mais ceux qui sont en ville, s'ils n'ont pas de ferme urbaine, ils n'ont pas moyen de sensibiliser les enfants. Et les enfants sensibilisés, on dit un enfant convaincu, c'est 8 adultes convaincus. C'est très important de travailler sur les enfants. Plus important de travailler sur les enfants que sur les adultes. Il y a d'autres externalités positives qui ressortent de l'agriculture urbaine, qui sont souvent pas valorisées, pourtant elles sont très importantes. Ça fait en ville des îlots de fraîcheur, ça ramène de la biodiversité, ça améliore les paysages, ça stocke l'eau quand il y a des pluies, donc ça diminue les risques d'inondation, etc. Et puis en fait, ce qu'on a observé, du coup, parce que j'ai cofondé en 2016 l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, donc on a accompagné des centaines et des centaines de projets d'agriculture urbaine. Quelque chose qu'on a observé qui nous a énormément surpris, parce qu'encore une fois c'est contre-intuitif, c'est un terreau fertile à la naissance de vocations d'agriculteurs. Là, vous n'allez pas me croire, mais on connaît avec Julie énormément de porteurs de projets qui ont commencé en ville sur des petites fermes urbaines et qui se sont pris au jeu, ça leur a plu, ça leur met un petit pied, hop, dans le mini monde agricole, même si on est en ville, généralement ils ne dépendent pas de la MSA, c'est des statuts qui sont un peu particuliers. Et ça, ensuite, ça leur donne envie, ça leur donne le coup d'élan pour se lancer à la campagne, en périurbain ou en campagne-campagne. Et en l'occurrence, on a un ami qui s'est installé sur une ferme céréalière de plusieurs dizaines d'hectares après avoir géré un potager pédagogique dans une école pendant 4 ans. Et c'était le petit coup de boost qui lui manquait. Donc c'est très important de continuer à valoriser l'agriculture urbaine parce que, en fait, elle contribue tout doucement, mais elle contribue à la naissance de vocations.
Du coup, pour rebondir, côté politique publique, l'agriculture urbaine, c'est une méthode de culture qui est très difficile à accompagner. C'est pas pour rien, hein. L'agriculture, elle est régie par le code rural, elle est pensée pour des zones rurales. Elle a une sécurité sociale qui est à part, la MSA, ne serait-ce que par la manière dont on gère aujourd'hui l'espace avec les plans d'urbanisme. On est soit urbain, soit agricole, soit naturel, et il y a une vocation unique de l'espace, donc superposer les usages aujourd'hui, c'est des choses qui sont extrêmement complexes d'un point de vue du droit et de l'urbanisme. Et en fait, comme beaucoup de nouvelles formes d'agriculture, c'est des impensés du droit. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on n'en veut pas, ça veut dire qu'au moment où le législateur a légiféré, il n'y a tout simplement pas pensé. Donc aujourd'hui, il faut travailler sur les failles, là où on est vraiment à la jointure, et c'est pas du tout évident en termes de protection sociale, d'accès à ces droits, à certaines subventions aussi auxquelles ont droit par ailleurs les agriculteurs. Pour les agriculteurs urbains, tout est tout de suite très contraignant. C'est pas tant que les outils de l'administration ils sont pas adaptés, parce qu'aujourd'hui il y a quand même petit à petit des choses qui évoluent et un intérêt réel du monde agricole. C'est surtout les usages. Donc ce qu'on peut constater dans l'administration agricole, c'est que par exemple on a des jeux de seuil. Je vous donne un exemple. On parle, pour pouvoir être considéré comme agriculteur, il y a 3 seuils. Un seuil de surface, donc il faut au minimum une surface. Il faut un nombre d'heures travaillées à une activité agricole. Et puis, il faut une rémunération liée à cette activité agricole. Aujourd'hui, les 3 sont censés être parfaitement substituables. Vous pouvez avoir l'un ou l'autre ou le troisième. Dans les faits, traditionnellement, c'est la surface qui prévaut. Et il y a encore beaucoup aujourd'hui d'agents qui ont cette habitude de considérer qu'une petite surface ne peut pas être travaillée par quelqu'un qui s'appellerait agriculteur. Donc c'est aussi beaucoup d'usages qu'il va falloir, quelque part c'est un peu culturel, hein, qu'il va falloir faire évoluer tout doucement. Donc en fait, plutôt que d'ajouter des cases, hein, ce qu'on a tendance à faire, d'ajouter des décrets, des cas particuliers, bon alors là on est en agriculture périurbaine, là on est en agriculture urbaine, et puis de vouloir très clairement définir des nouveaux contours, ce qui serait très intéressant, c'est plutôt de faire preuve de pragmatisme, et donc de créer un cadre peut-être un peu plus souple, hein, pas un autre cadre, mais d'assouplir le cadre existant, en acceptant d'intégrer ces nouveaux usages. Et je vous donne donc un deuxième exemple qui me semble assez probant, c'est la dotation jeunes agriculteurs que vous devez probablement connaître. C'est une dotation qui est quand même cruciale à l'installation. Ça peut aller de quelque chose comme 10 000 euros et ça peut aller jusqu'à quelque chose comme 30 000 euros. Donc pour un agriculteur, on parle de grosses sommes. C'est consenti sur 5 ans. Et on vient et on présente un plan d'entreprise. On dit, moi, je vais cultiver des aromates sur telle surface pendant tant de temps et ça va me rapporter tant. Si pendant ces 5 ans, vous vous rendez compte que vos consommateurs, les aromates, ça marche pas trop, que finalement, vous allez plutôt faire du safran, ou non, il va falloir intégrer peut-être une logique plus événementielle et accueillir des entreprises pour avoir un revenu hybride qui vous permet de joindre les deux bouts à la fin du mois et que vous faites bouger ce plan d'entreprise, vous pouvez être déchu de votre DGA, ce qui veut dire qu'au bout des 5 ans, vous pouvez, même en cours de ces 5 ans, être amené à rembourser la totalité de la somme qui vous a été octroyée. Et ça, c'est très lourd pour un agriculteur. Vous imaginez que c'est des sommes qui sont importantes. Donc plutôt que d'avoir des règles strictes, peut-être que d'imaginer revoir avec l'agriculteur son plan d'entreprise, faire preuve de pragmatisme et plutôt regarder si réellement le nouveau plan est viable et garde cette personne-là dans un cadre d'activité agricole. Est-ce que ce ne serait pas peut-être un accompagnement un peu plus adapté aux techniques d'aujourd'hui? Voilà. Donc ça, c'est pour le profil agriculteur urbain. Alors, notre deuxième catégorie de personnes, deuxième témoignage, ça va être des personnes qui arrivent principalement des dom-toms, mais aussi d'Afrique francophone, forcément, parce que c'est les publics qu'on touche parce qu'on communique en français. Ça ne veut pas dire qu'il y en a d'autres qui ne sont pas concernés par ce sujet, et qui ont des gros enjeux avec leur territoire. Donc ces entrepreneurs, il y en a pas mal, je pense surtout à des pays d'Afrique, qui ne sont jamais allés en France, mais ils se retrouvent, ils prennent l'avion jusqu'à Toulouse, ils louent une voiture, et leur premier rapport avec la France, c'est d'arriver à la Gourlée du Gers.
ce qui est hyper intéressant. Et ils se retrouvent à côté des agriculteurs urbains, etc., qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux. Ça fait des discussions qui sont très riches, très lunaires. Pour nous, c'est à chaque fois une explosion de devoir accompagner tous ces gens-là dans leurs problématiques différentes. Donc eux, leur problème, donc là par exemple on se situe à La Réunion, on est dans les hauts de Mafat, ceux qui ont déjà fait la petite randonnée, c'est escarpé, et c'est une zone où en fait il y a des villages qui accueillent en plus du public, qui accueillent des randonneurs, et qui n'est accessible qu'à pied, avec une randonnée bien raide, et il y en a, bon, eux ils disent 3 heures, moi j'ai mis 4h30, voilà, et tout se fait livrer par hélicoptère. Donc vous imaginez bien que c'est compliqué pour ces gens-là de bien se nourrir, et la terre n'est pas du tout arable vu que c'est totalement volcanique. Donc pour eux, le fait de faire du hors-sol, c'est vraiment une réponse à leurs enjeux des territoires. Donc là, Sébastien, il a une ferme en autonomie au niveau de l'eau, autonomie au niveau de l'énergie, et là-dedans, il produit des salades qu'il vend ensuite au reste du village, au reste des gîtes, etc. Salades, fraises, etc. Ces personnes-là, donc elles ont aussi beaucoup de manque d'eau dans les terres qui sont arides. Elles ont aussi beaucoup de problèmes de terres polluées, donc dans les dom-toms particulièrement pollution au chlordécone à cause de la culture de bananes et de canne à sucre. Et puis il y a tout simplement des zones qui ne sont pas fertiles comme ces zones montagneuses. Eux, ils ont vraiment la double peine parce que du coup, ils ont des territoires qui ne sont pas à même de vraiment faire de la production maraîchère, et en plus tout ce qui va arriver sur leur territoire, et bien en fait ça va être des légumes qui sont importés et qui sont non seulement pas bons, probablement pas nutritifs, ça j'ai pas fait mes recherches, mais en tout cas j'ai goûté, c'est pas bon, des tomates qui sont même pas rouges et qui sont à 10 € le kilo. Donc ils se retrouvent dans des situations hallucinantes où en fait ils ont juste pas du tout la possibilité de bien se nourrir. Donc nous on se plaint un petit peu avec les prix du bio, mais pour eux c'est encore pire parce qu'évidemment tout ça c'est du conventionnel. Donc il y en a qui ont des exploitations qui cherchent à diversifier, mais surtout c'est des personnes qui cherchent à améliorer l'autonomie alimentaire de leur territoire. Et donc pouvoir proposer une diversité de techniques, c'est pouvoir proposer une meilleure autonomie alimentaire sur certains territoires qui ont des problématiques très différentes des nôtres. Et donc sur le côté des politiques publiques, il y a beaucoup de contraintes qui existent dans les milieux insulaires, donc dans les dom-toms en particulier, qui sont déjà connues et qui résonnent avec des problématiques qu'on peut avoir en métropole. Le fait d'être dans une zone difficile d'accès, ça répond à des enjeux, par exemple, de territoires montagneux, où il y a des critères qui sont tout à fait déterminés pour pouvoir accompagner davantage les agriculteurs qui sont dans ce genre de conditions. Donc à la fois sur les questions de l'accessibilité, à la fois sur la difficulté et la qualité de la terre, c'est des choses qui sont bien connues. En revanche, il y a des contraintes supplémentaires et qui se nourrissent l'une l'autre dans les milieux insulaires. Je parle bien sûr des pollutions du sol, donc notamment la chlordécone, dans certains dom-toms pour qui c'est absolument, c'est des enjeux absolument prégnants. La violence des pluies aussi, qui peut amener une érosion du sol importante, l'accès à l'eau douce, l'érosion du trait de côte. On n'a pas tant que ça en métropole de grandes cultures très proches de la mer. Malheureusement, dans une île, c'est vite le cas. Et puis, des problèmes de salinisation des sols et de conflits d'usage des sols. Chez nous, c'est grave, chez eux, c'est ingérable. Et là-dessus, tout ça repose sur une situation sociale qui est parfois très dégradée. Je vous apprends rien sur la situation à Mayotte aujourd'hui. Le problème d'eau douce quand on ne peut pas boire, en termes d'agriculture, vous imaginez bien ce que ça peut vouloir dire en termes d'accès à une eau qui peut irriguer les cultures. Donc la situation, elle est particulièrement tendue. Et en même temps, vu qu'on n'a absolument pas le choix et qu'on est au pied du mur, il y a aussi un espace d'expérimentation et d'innovation qui est absolument exceptionnel, qui est supporté par des organismes qui existent déjà en métropole, mais qui font un effort très particulier sur ces territoires qu'on appelle périphériques ou ultra-périphériques. Donc ça va être par exemple l'Agence française de développement, l'ANRU, donc il y a certains organismes qui vont avoir une aide très particulière. Moi ce que je trouve intéressant dans ces politiques publiques, c'est que d'un coup on trouve l'espace de laisser la place à l'innovation, à la nouveauté, et on fait tout en même temps. C'est-à-dire qu'on va à la fois travailler sur la revitalisation du sol et sur le fait d'encourager les initiatives hors sol. On va travailler sur le fait de faire des boucles d'économie circulaire sur l'île, notamment en compostant les biodéchets sur place de manière extrêmement fine
et de rapporter la matière immédiatement au sol, qui est du compost de très bonne qualité et qui peut donc servir à amender des sols. Donc on va vraiment pousser des logiques qu'on connaît, dont le mécanisme, on sait qu'il est utile et va rapidement devenir indispensable. Mais là, on se donne les moyens, parce que vraiment, on est au pied du mur. Donc je pense que ça peut être inspirant d'aller tirer ces fils-là, d'aller tirer les enseignements, parce que finalement, ils y vont aussi par itération. Hein. Il y a eu des choses qui ont été réussies, des choses moins bien réussies, et de venir l'appliquer en métropole, d'autant que en métropole aussi, il y a beaucoup de contraintes très spécifiques en fonction des territoires. En Occitanie, il y a une sécheresse qui est assez prégnante. Ça va être différent dans chaque territoire. On a en Bretagne une terre particulièrement polluée au nitrate. Voilà. En fait, ce qu'on appelle très spécifique dans les dom-toms, c'est finalement un territoire. Et en métropole, ça serait intéressant de pouvoir dès maintenant commencer à mettre en place des actions pour créer ces espaces d'expérimentation avec davantage de moyens. Et donc notre dernier cas de figure, ça va être les personnes qui viennent en reconversion professionnelle. On pourrait penser que c'est juste quelques personnes, mais on remarque qu'ils sont de plus en plus nombreux et les projets de plus en plus sérieux et pensés. Donc c'est généralement, je généralise évidemment, mais des personnes qui sont généralement CSP+, en milieu de carrière, qui décident de tout plaquer en famille, de vendre leur maison et de s'installer à la campagne. Eux, ils recherchent un travail qui ait du sens, une qualité de vie pour leur famille. Ils ont souvent des enfants quand ils arrivent. Et puis, ils ont très envie de manger sainement. On en a reçu beaucoup qui avaient été malades. Et donc, pour eux, c'était très important de pouvoir gérer de A à Z ce qu'ils mangent. Ces personnes-là, elles sont drivées essentiellement par des valeurs. Donc, ça va être ceux, dans ce conforme, qui vont être le plus à même de passer en bioponie ou en aquaponie, étant donné que c'est les méthodes de culture qui sont les plus vertueuses. Et en fait, ils sont attirés par le sol et par la permaculture, mais c'est comme si la marche, elle était trop haute à franchir. Ça leur paraît complexe. Alors que l'hydroponie, ça leur paraît plus facile à gérer. Il y a cette notion de c'est propre, c'est à hauteur, je vais me casser le dos. Bon, ils ont probablement des préjugés sur le monde agricole, aussi parce qu'ils regardent peut-être trop les médias et les agriculteurs qui sont en souffrance. Et donc, ça leur semble plus simple, plus accessible. Et c'est très bien, parce que eux, ils viennent gonfler les rangs des nouveaux agriculteurs. Et c'est pas exclu que, comme nous, dans quelques années, ils se mettent à cultiver aussi la terre, en plus de l'hydroponie. Ce sont des personnes qui sont pas toutes jeunes, parce que comme je vous l'ai dit, ils sont généralement en milieu de carrière, mais ils ont d'autres avantages qui sont pas négligeables. Déjà, ils ont des sous à investir, parce que généralement, ils ont vendu leur maison, ils ont mis de côté, c'est un projet qui vient de réfléchir depuis longtemps. Et puis, ils ont une expérience professionnelle précédente qui va bien les aider à se différencier. Ils ont déjà travaillé dans des grandes entreprises, ils ont déjà certains codes, ils ont déjà certaines idées, et donc c'est ceux qui vont être le plus amenés à innover. Il y a un autre avantage qu'ils ont, qui est très difficile à décerner, j'ai mis longtemps à le comprendre, c'est que, étant nouveaux installés, nouveaux généralement dans leur région, ils ne sont pas freinés par la pression sociale locale. Je m'explique. J'ai compris, il y a quelques années, que l'agriculture, c'était un travail public. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous, si vous travaillez derrière un ordinateur, votre travail il est à peu près privé, il n'y a que vos collègues qui sont au courant. L'agriculteur, il travaille les champs, et en fait, tout le monde passe devant ces champs, et s'il va changer quoi que ce soit, le voisin, le tonton, le meilleur copain, il va passer à côté, et il va le voir, il va lui en parler. Donc ils ont une énorme pression. Moi, je le vois avec mes voisins, ils ont des piquets de vigne en bois, ils voulaient passer au métal, mais ils ne l'ont pas fait sur les parcelles qui étaient en bord de route. Ils l'ont fait sur les parcelles qui ne se voient pas, parce qu'ils ont du mal à assumer d'être passés au piquet en métaux. Et ça, en fait, cette pression, on la prend pas souvent en compte, mais c'est un gros frein à l'innovation dans le monde agricole. Et parce que c'est difficile, surtout pour des jeunes qui s'installent, je pense particulièrement à eux, de prendre des risques, parce que derrière, ils vont se faire lyncher quand ils vont voir leur famille, leurs amis, etc. Alors que des nouveaux arrivants, ils s'en foutent pas mal, ils font leur truc. Les gens les prennent pour des illuminés, je sais de quoi je parle, mais c'est pas très grave. Voilà. C'est un avantage non négligeable. Et donc ce sont ceux qui vont arriver avec des modèles économiques un peu mixtes, originaux, qui ne plaisent généralement pas trop à la chambre d'agriculture parce qu'ils sortent un petit peu du cadre. Voilà. Mais ce sont des personnes qui sont très intéressantes aussi parce qu'elles sont, encore une fois, drivées par leurs valeurs, très préoccupées du bio, du manger sain, du local. Et eux, ils vont impliquer totalement leurs clients dans leur démarche. Donc ils vont beaucoup communiquer auprès des gens de leur vie intérieure, mais aussi auprès de leurs clients, et ils vont les embarquer. Et donc c'est des personnes, quand ils arrivent sur un territoire, ils le dynamisent, ils transmettent ces valeurs, ils ne lâchent rien.
Et je pense que c'est un gros challenge pour les collectivités de les attirer et de les garder, mais qu'ils ont énormément à apporter. Alors, je prends peut-être un petit zoom extérieur pour vous parler un poil de la formation avant de revenir sur ce sujet des reconversions professionnelles. J'apprends rien à personne, on a un gros problème de renouvellement des générations en agriculture. Vous le savez, 50% des agriculteurs aujourd'hui seront à la retraite d'ici 10 ans. Donc c'est rien de dire qu'on a besoin de beaucoup de gens et de faire naître des vocations. Seulement voilà, après le Covid, on a enregistré, malgré les tendances lourdes qui étaient déjà vraiment à la baisse, une baisse significative des inscrits dans l'enseignement agricole. Donc pour vous donner un chiffre, on parle de moins 2,2% des inscrits. Ça semble être pas grand-chose, mais sur une valeur absolue qui est très faible. Et sachant que c'est quelque chose qui continue depuis 10 ans, c'est très alarmant et ça crée ce qu'on appelle un effet ciseau. Donc on a de plus en plus de besoins et de moins de gens qui s'inscrivent. Il y a eu des opérations assez remarquables de la part du gouvernement sur les dernières années, notamment dans le cadre du plan de relance. Vous en avez dû en entendre parler, qui s'appelle l'aventure du vivant. Il y a eu 10 millions d'euros injectés dans une grosse opération de com'. C'est un effort considérable. Et on a augmenté le budget de quasiment 4% pour l'enseignement agricole. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un effort qui n'a pas été consenti depuis des années. Donc on a senti qu'il y avait cette urgence. Malheureusement, l'effet qu'il y a eu à ce moment-là, il est retombé ces dernières années. On parle aujourd'hui, la Commission de la Culture et de l'Éducation parlait de la nécessité d'un plan d'urgence pour l'enseignement agricole pour le projet de loi des finances 2023. Je vous invite à le suivre avec moi, hein, c'est la ligne 143 du programme. Est-ce qu'il va exister? Est-ce qu'il ne va pas exister? Aujourd'hui, c'est impossible de le dire, ce serait absolument souhaitable. Surtout que, voilà, ce qu'on constate, je vous donne juste les chiffres de la rentrée de cette rentrée, c'est que encore une fois, on a moins 3% d'inscrits dans les bacs pro, c'est le bac. C'est vraiment la filière où il y a la meilleure insertion professionnelle. Donc là où on a les meilleurs qui s'insèrent le mieux sur le marché, on a quand même une baisse des vocations et des inscriptions. Et sur quelque chose, par exemple une filière comme le brevet technique, c'est moins 12 à 13%. Donc autant vous dire que c'est massif le décrochage. Je ne vais pas m'arrêter sur ce constat ce diagnostic qui est un petit peu alarmant. Je vais vous parler d'un échange que j'ai eu avec la responsable pédagogique de l'école du Breuil, qui est à Paris. C'est une école qui a été tout à fait classique en horticulture et en agriculture. Ils ont créé, il n'y a pas très longtemps, un BPERA agriculture maraîchage sur petite surface. Ils ont ouvert 2 classes de 24 personnes. L'année dernière, ils ont reçu 160 candidatures d'extrêmement bonne qualité. S'ils avaient eu les moyens et l'espace physique dans l'école, ils auraient ouvert sans problème, avec des candidats de grande qualité, une 3e classe. Donc aujourd'hui, on a des vocations en reconversion professionnelle. Donc c'est un profil CSP+, Bac plus 3, Bac plus 5. C'est quelqu'un qui a plutôt 30 ans, c'est d'ailleurs plutôt des hommes. Mais il y a des gens qui ont envie de participer, de se reconvertir, et donc peut-être que c'est pas les chemins classiques, mais dans une formation continue, visiblement, il y a des volontés. Il ne tient qu'à nous de les soutenir. Je fais 3 points peut-être si on peut partir avec ça sur les enjeux de formation. Il y a un enjeu d'adaptation des contenus, et ça tombe bien, il y a des outils pour ça, les UCAR, vous les connaissez probablement. Donc c'est des modules qui peuvent être adaptés à la région, qui peuvent être adaptés au territoire, dans lesquels on peut mettre des contenus particuliers, par exemple sur la transition numérique, le fait qu'aujourd'hui, quand on déclare à la PAC, il faut le faire par ordinateur, ou le fait de pouvoir suivre la pluie sur des applications en ligne, par exemple. On a aussi évidemment tout ce qui est le volet environnemental, la santé du sol, les nouveaux types d'amendements,
comment peut-être détacher de l'usage de certains types d'engrais qui peuvent être polluants. Bon, voilà, il y a un certain nombre de choses, sans aucun doute, qu'on pourrait rajouter dans les formations pour les mettre au goût du jour, avec des modules sur la commercialisation, la logistique, etc. Le deuxième point, c'est que c'est essentiel de promouvoir, alors c'est super ce qu'a fait le gouvernement à un niveau national, mais c'est essentiel de le promouvoir à un niveau aussi beaucoup plus local. Et ça, on peut le faire en mettant en valeur des agriculteurs locaux, et on peut le faire aussi en formant les agents dans les collectivités territoriales, que ce soit à la commune, que ce soit au département, que ce soit à la région. Il y a parfois des experts, il n'y en a parfois pas forcément, et c'est vrai que c'est un sujet complexe, un peu spécifique, qui demande quand même de s'y acculturer. Puis la troisième chose, c'est que tout ce qui peut être fait pour aider à l'installation sera bienvenu. On manque de terre, on manque de foncier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle de zones agricoles, soit c'est en réduction, soit c'est en sacralisation. Je ne sais pas si vous avez vu quelque part où ça augmente, mais en tout cas, il n'y a pas d'outil juridique pour permettre ça. Et le seul moyen de le faire, c'est d'utiliser le PLU, de s'asseoir le jour où vous en discutez et de se dire, tiens, si pour une fois, on laissait davantage de place à l'agriculture au lieu de toujours laisser davantage de place à l'urbanisme. Voilà. Bon, je ne vous rappelle pas l'excellent travail d'une association comme Terre de Liens, mais si vous avez envie d'être mis en relation avec eux, ce sera avec plaisir. Et on arrive à notre conclusion. Donc pour conclure, en fait, ce que vous racontent ces différentes rencontres, et à travers, je pense, les différents témoignages qu'a pu vous partager Marion, je pense que vous touchez du doigt avec nous qu'on ne peut pas vraiment parler de la transition agricole, dans le sens d'un continuum, comme si on pouvait tirer un trait et dire de manière très chronologique, il y avait les paysans au début du siècle, dans les années 70, c'est devenu des agriculteurs, et puis notre projet pour l'avenir, c'est... Puis alors là, chacun remplace parce qu'il souhaite cette vision du futur, une firme internationale compétitive qui propose un prix, des paysans en symbiose avec le vivant, chacun a sa vision de ce que doit être le futur de l'agriculture. Je crois qu'en réalité, c'est beaucoup de modèles différents qui coexistent et qu'il faut faire évoluer chacun à sa manière. Ça a été souligné depuis de nombreuses années par des travaux de sociologues des mondes ruraux remarquables. Et donc, je vous citerai Bertrand Hervieux et François Purseigle sur le fait que c'est cette coexistence des modèles qui crée une tension et qui amène le changement. C'est parce qu'on est à l'articulation de différentes manières de faire, qu'on est dans la rencontre, qu'on est dans le débat, de la tech, pas de la tech, qu'on se dit firme agricole, ferme familiale. C'est parce qu'on est sans cesse en train de se repositionner et d'essayer de faire fonctionner ces différents modèles sur un territoire qu'on va évoluer. Et donc du coup, il appartient au pouvoir public, et ça c'est un niveau assez infra, à un niveau peut-être d'un département comme le Gers, peut-être même à un niveau encore plus fin, qu'on a besoin d'accompagner les acteurs qui chacun ont leur pierre à amener à l'édifice, chacun à leur manière, et que donc c'est un accompagnement en finesse pour être à la hauteur et de la complexité des enjeux et de la diversité des modèles. Merci beaucoup, mesdemoiselles, merci infiniment Marion Sarlet et Julie Soyer. Merci pour cette belle présentation. Et puis je rappelle bien évidemment qu'au moment de la pause,